nos habitat non tartara, sed nec sidera caeli. Spiritus in nobis qui veget, illa facit. Chapitre 17. Dans le premier livre, nous avons considéré la représentation comme telle, c'est-à-dire uniquement sous sa forme générale. Toutefois, en ce qui concerne la représentation abstraite, le concept, nous avons étudié aussi dans son contenu, et nous avons vu qu'elle n'a de contenu et de signification que par son rapport avec la représentation intuitive, sans laquelle elle serait vide et insignifiante. Arrivés ainsi à la représentation intuitive, nous allons nous préoccuper de connaître son contenu, ses déterminations exactes et les formes qu'elle nous présente. Nous serons heureux, surtout, si nous pouvons nous prononcer sur la signification propre, sur cette signification qu'on ne fait que sentir et grâce à laquelle ces formes, qui sans cela seraient étrangères et insignifiantes pour nous, nous parlent directement, nous deviennent compréhensibles et obtiennent à nos yeux un intérêt qui saisit notre être tout entier. Jetons les yeux sur les mathématiques, les sciences naturelles, la philosophie, toute science où nous espérons trouver une partie de la solution cherchée. D'abord, la philosophie nous semble un monstre à plusieurs têtes, dont chacune parle une langue différente. Cependant, sur le point particulier qui nous occupe, la signification de la représentation intuitive, elles ne sont pas toutes en désaccord, car, à l'exception des sceptiques et des idéalistes, tous les philosophes se rencontrent, du moins pour l'essentiel, en ce qui concerne un certain objet, fondement de toute représentation, différente d'elle dans son être et dans son essence, et toutefois aussi semblable à elle dans toutes ses parties qu'un œuf peut l'être à un autre. Mais nous n'avons rien à espérer de là, car nous savons qu'on ne peut distinguer un tel objet de la représentation. Nous estimons au contraire qu'il n'y a là qu'une seule et même chose, attendu qu'un objet suppose toujours un sujet, et par conséquent n'est qu'une représentation. Ajoutons que nous avons connu l'existence de l'objet comme dépendant de la forme la plus générale de la représentation, la distinction en moi et non-moi. En outre, le principe de raison, auquel on se réfère ici, n'est qu'une forme de la représentation, c'est-à-dire le lien régulier de nos représentations et non pas le lien de la série totale, finie ou infinie, de nos représentations, avec quelque chose qui ne serait pas la représentation et qui par conséquent ne serait pas susceptible d'être représenté. J'ai parlé plus haut des sceptiques et des idéalistes dans ma discussion sur la réalité du monde extérieur. Cherchons maintenant dans les mathématiques la connaissance précise que nous désirons avoir de cette représentation, qui ne nous est connue jusqu'ici qu'au point de vue très général de la forme. Mais les mathématiques ne nous parleront des représentations qu'en tant qu'elles remplissent l'espace et le temps, c'est-à-dire qu'elles sont des grandeurs. Elles nous indiqueront très exactement la quantité et la grandeur, mais comme l'une et l'autre ne sont jamais que relatives, c'est-à-dire résultent déjà comparaison d'une représentation avec une autre, et cela au point de vue unique de la quantité, ce n'est pas là que nous pourrons trouver l'explication que nous cherchons. Tournons-nous maintenant vers le large domaine des sciences naturelles et ses nombreuses dépendances. Ou bien elles décrivent les formes, et c'est la morphologie, ou bien elles expliquent les changements, et c'est l'étiologie. L'une étudie les formes fixes, l'autre la matière en mouvement, d'après les lois de son passage d'une forme à une autre. La première est ce qu'on appelle, quoique bien improprement, l'histoire naturelle, au sens large du mot, sous le nom particulier de botanique et de zoologie. Elle nous apprend à connaître les différentes formes, immuables au milieu de l'écoulement perpétuel des individus, organiques et par là même déterminés d'une façon stable, qui constitue en grande partie le contenu de la représentation intuitive. Tout cela est classé
analysés, synthétisés, puis coordonnés dans des systèmes naturels ou artificiels, et mis sous la forme de concepts, qui permettent d'embrasser et de connaître le tout. On peut même trouver, au milieu de tout cela, un principe d'analogie, infiniment nuancé, qui traverse le tout et les parties, unité de plan, et grâce auquel tous les phénomènes étudiés semblent autant de variations sur un thème unique. Le mouvement de la matière à travers ses formes, ou la création des individus n'intéresse pas cette science, attendu que chaque individu sort de son semblable par procréation, et que cette procréation, partout mystérieuse, s'est dérobée jusqu'ici à la connaissance. Le peu qu'on sait appartient à la physiologie, qui est déjà une science naturelle étiologique. À cette science se rattache la minéralogie, qui, par son principe, appartient à la morphologie, surtout quand elle devient la géologie. L'étiologie, proprement dite, est constituée par toutes les sciences naturelles qui ont pour but essentiel d'étudier les causes et les effets. Elle nous enseigne comment un art de la nature est nécessairement déterminé par un autre, suivant des règles infaillibles. Comment un changement déterminé conditionne et amène un autre changement nécessaire et déterminé. C'est ce qu'elles appellent une explication. Dans cet ordre de sciences, nous trouvons principalement la mécanique, la physique, la chimie, la physiologie. Si nous nous mettons à leur école, nous nous convaincrons bientôt que la solution cherchée ne nous sera plus donnée par l'étiologie que par la morphologie. Celle-ci nous présente un nombre infini de formes, infiniment variées, mais toutes caractérisées par un air de famille incontestable, c'est-à-dire des représentations, qui, en ce sens, nous restent éternellement étrangères et se dressent devant nous comme des hiéroglyphes incompréhensibles. L'étiologie, d'autre part, nous apprend que, d'après la loi de cause et d'effet, tel état de la matière en produit tel autre, et après cette explication, sa tâche est terminée. Ainsi, elle se borne à nous démontrer l'ordre régulier suivant lequel les phénomènes se produisent dans le temps et dans l'espace, et à le démontrer pour tous les cas possibles. Elle leur assigne une place suivant une loi, dont l'expérience a fourni le contenu, mais dont la forme générale et la nécessité, nous le savons, sont indépendantes de l'expérience. Mais sur l'essence intime de n'importe lequel de ces phénomènes, il nous est impossible de formuler la moindre conclusion. On la nomme force naturelle, et on la relègue en dehors du domaine des explications étiologiques. La constance immuable avec laquelle se produit la manifestation de cette force, aussi souvent que se présentent les conditions auxquelles elle obéit, s'appelle loi naturelle. Mais cette loi naturelle, ces conditions, et cette production d'un phénomène en tel endroit, et à tel moment déterminé, voilà tout ce que la science connaît, et peut jamais connaître. La force même qui se manifeste, la nature intime de ces phénomènes constants et réguliers, est pour elle un secret qui ne lui appartient pas plus dans le cas le plus simple que dans le cas le plus compliqué. Car bien que l'étiologie ait atteint ses résultats les plus parfaits dans la mécanique, et les plus imparfaits dans la physiologie, néanmoins la force qui fait tomber une pierre ou qui pousse un corps contre un autre n'est pas moins inconnue et mystérieuse pour nous dans son essence que celle qui produit les mouvements et la croissance de l'animal. La mécanique admet comme inexplicable la matière, la pesanteur, l'impénétrabilité, la communication du mouvement par le choc, la rigidité, etc. Elle les appelle des forces physiques, et leur apparition régulière est nécessaire, dans de certaines conditions, une loi physique. Après cela seulement, elle commence à expliquer, ce qui consiste à démontrer, avec une rigueur mathématique, comment, où et quand chaque force se manifeste, et à rapporter chaque phénomène qu'elle rencontre à l'une de ces forces. C'est ainsi que procèdent la physique, la chimie, la physiologie, sauf cette différence que leurs hypothèses sont plus nombreuses et leurs résultats plus minimes. Par conséquent,
l'explication étiologique de la nature entière ne serait jamais qu'un inventaire de forces mystérieuses, une démonstration exacte des lois qui règlent les phénomènes dans le temps et dans l'espace, à travers leurs évolutions. Mais l'essence intime des forces ainsi démontrées devrait toujours rester inconnue, parce que la loi à laquelle la science obéit n'y conduit pas. Et ainsi il faudrait s'en tenir aux phénomènes, et à leur succession. On pourrait donc comparer la science à un bloc de marbre, où de nombreuses veines courent les unes à côté des autres, mais où l'on ne voit pas le cours intérieur de ces veines jusqu'à la surface opposée. Ou plutôt, si l'on veut bien me permettre une comparaison plaisante, le philosophe, en face de la science étiologique complète de la nature, devrait éprouver la même impression qu'un homme qui serait tombé, sans savoir comment, dans une compagnie complètement inconnue, et dont les membres, l'un après l'autre, lui présenteraient sans cesse quelqu'un d'eux comme un ami ou un parent à eux, et lui feraient faire sa connaissance. Tout en assurant qu'il est enchanté, notre philosophe aurait cependant sans cesse sur les lèvres cette question. Que diable ai-je de commun avec tous ces gens-là? Ainsi l'étiologie peut, moins que jamais, nous donner les renseignements désirés, des renseignements vraiment féconds sur ces phénomènes, qui nous apparaissent comme nos représentations. Car en dépit de toutes ces explications, ces phénomènes ne sont que des représentations, dont le sens nous échappe, et qui nous sont complètement étrangères. Leur enchaînement primordial ne nous donne que des lois, et l'ordre relatif de leur production dans l'espace et dans le temps, mais ne nous apprend rien sur les phénomènes eux-mêmes. En outre, la loi de causalité n'a de valeur que pour les représentations, pour les objets d'une classe déterminée, et elle n'a de sens qu'autant qu'elle est supposée par eux. Elle n'existe donc, comme ces objets eux-mêmes, que par rapport au sujet, c'est-à-dire conditionnellement. C'est pourquoi elle peut être reconnue aussi bien en partant du sujet, c'est-à-dire a priori, qu'en partant de l'objet, c'est-à-dire a posteriori, ainsi que Kant nous l'a démontré. Ce qui nous est acquis désormais, après toutes ces recherches, c'est qu'il ne nous suffit pas de savoir que nous avons des représentations, que ces représentations sont telles ou telles, et dépendent de telle ou telle loi, dont l'expression générale est toujours le principe de raison. Nous voulons savoir la signification de ces représentations. Nous demandons si le monde ne les dépasse pas, auquel cas il devrait se présenter à nous comme un vain rêve, ou comme une forme vaporeuse semblable à celle des fantômes. Il ne serait pas digne d'attirer notre attention. Ou bien, au contraire, n'est-il pas quelque chose d'autre que la représentation, quelque chose de plus? Et alors qu'est-il? Il est évident que ce quelque chose doit être pleinement différent de la représentation, par son essence, et que les formes et les lois de la représentation doivent lui être tout à fait étrangères. Par conséquent, on ne peut partir de la représentation pour arriver jusqu'à lui, avec le fil conducteur de ces lois, qui ne sont que le lien de l'objet, de la représentation, c'est-à-dire des manifestations du principe de raison. Nous voyons déjà par là que ce n'est pas du dehors qu'il nous faut partir pour arriver à l'essence des choses. On aura beau chercher, on n'arrivera qu'à des fantômes, ou à des formules. On sera semblable à quelqu'un qui ferait le tour d'un château, pour en trouver l'entrée, et qui ne la trouvant pas, dessinerait la façade. C'est cependant le chemin qu'ont suivi tous les philosophes avant moi. Chapitre 18. En réalité, il serait impossible de trouver la signification cherchée de ce monde, qui m'apparaît absolument comme ma représentation, ou bien le passage de ce monde, en tant que simple représentation du sujet connaissant, à ce qui peut être en dehors de la représentation, si le philosophe lui-même n'était rien de plus que le pur sujet connaissant, une tête d'ange ailée sans corps. Mais en fait, il a sa racine dans le monde. En tant qu'individu, il en fait partie. Sa connaissance, seule, rend possible la représentation du monde entier. Mais cette connaissance même a pour condition nécessaire l'existence d'un corps, dont les modifications sont, nous l'avons vu, le point de départ de l'entendement pour l'intuition de ce monde. Pour le pur sujet connaissant, ce corps est une représentation comme une autre, un objet
comme les autres objets. Ses mouvements, ses actions, ne sont rien de plus à son égard que les modifications des autres objets sensibles. Il lui serait tout aussi étranger et incompréhensible si parfois leur signification ne lui était révélée d'une façon toute spéciale. Il verrait ces actions suivre les motifs qui surviennent avec la régularité des lois physiques, comme les modifications des autres choses suivent des causes, des excitations, des motifs. Quant à l'influence de ces motifs, il ne la verrait pas de plus près que la liaison des phénomènes extérieurs avec leurs causes. L'essence intime de ces manifestations et actions de son corps lui serait incompréhensible. Il l'appellerait, comme il lui plairait, force, qualité ou caractère, et n'en saurait rien de plus pour cela. Mais il n'en est pas ainsi. Loin de là, l'individu est en même temps le sujet de la connaissance, et il trouve là le mot de l'énigme. Ce mot est volonté. Cela seul lui donne la clé de sa propre existence phénoménale, lui en découvre la signification, lui montre la force intérieure qui fait son être, ses actions, son mouvement. Le sujet de la connaissance, par son identité avec le corps, devient un individu. Dès lors, ce corps lui est donné de deux façons toutes différentes. D'une part, comme représentation dans la connaissance phénoménale, comme objet parmi d'autres objets, et comme soumis à leurs lois, et d'autre part, en même temps, comme ce principe immédiatement connu de chacun, que désigne le mot volonté. Tout acte réel de notre volonté est en même temps, et à coup sûr, un mouvement de notre corps. Nous ne pouvons pas vouloir un acte réellement sans constater aussitôt qu'il apparaît comme mouvement corporel. L'acte volontaire et l'action du corps ne sont pas deux phénomènes objectifs différents, reliés par la causalité. Ils ne sont pas entre eux dans le rapport de la cause à l'effet. Ils ne sont qu'un seul et même fait. Seulement ce fait nous est donné de deux façons différentes. D'un côté immédiatement, de l'autre comme représentation sensible. L'action du corps n'est que l'acte de la volonté objective, c'est-à-dire vue dans la représentation. Nous verrons plus bas que cela est vrai non seulement des actions causées par des motifs, mais encore de celles qui suivent involontairement une excitation. Oui, le corps entier n'est que la volonté objectivée, c'est-à-dire devenue perceptible. Et c'est ce que la suite de cet ouvrage va démontrer et éclaircir. Dans le livre précédent, et dans ma discussion sur le principe de raison, j'ai appelé le corps objet immédiat en me plaçant à dessein au seul point de vue de la représentation. Ici, au point de vue contraire, je l'appellerai objectivité de la volonté. On peut encore dire, en un certain sens, la volonté est la connaissance a priori du corps. Le corps est la connaissance a posteriori de la volonté. Les décisions de la volonté qui concernent l'avenir ne sont que des prévisions de la raison sur ce que l'on voudra à un moment donné. Ce ne sont pas réellement des actes de la volonté. C'est seulement l'exécution qui prouve la décision. Jusque-là, elle n'est qu'un projet qui peut changer. Elle n'existe que dans l'entendement, in abstracto. C'est pour la réflexion seule qu'il y a une différence entre vouloir et faire. En fait, c'est la même chose. Tout acte réel, effectif de la volonté, est sur le champ et immédiatement un acte phénoménal du corps. Et par contre, toute action exercée sur le corps est par le fait et immédiatement une action exercée sur la volonté. Comme telle, elle se nomme douleur, lorsqu'elle va à l'encontre de la volonté. Lorsqu'elle lui est conforme au contraire, on l'appelle bien-être, ou plaisir. Leurs gradations sont différentes. On a tout à fait tort de donner au plaisir et à la douleur le nom de représentation. Ce ne sont que des affections immédiates du vouloir, sous sa forme phénoménale, le corps. Ils sont le fait nécessaire et momentané de vouloir ou de ne pas vouloir l'impression que subit le corps. Il n'y a qu'un petit nombre d'impressions exercées sur le corps qu'on puisse considérer immédiatement comme de simples représentations. Elles n'affectent pas la volonté, et grâce à elles le corps apparaît comme objet immédiat de la connaissance.
objet que nous connaissons déjà médiatement, à l'égal de tous les autres, à titre d'intuition dans l'entendement. Nous voulons désigner par là les affections des sens purement objectives, celles de la vue, de l'ouïe, du tact. Mais ce n'est qu'autant que ces organes sont affectés d'une façon spécifique, particulière à eux, conforme à leur nature, et produisant une si faible excitation sur la sensibilité renforcée et spécifiquement modifiée de ces parties, que la volonté n'en soit pas ébranlée. La volonté n'influe alors en rien sur cette excitation, qui se borne à livrer à l'entendement les données d'où va sortir l'intuition. Toute affection plus violente ou différente de ces organes est douloureuse, c'est-à-dire répugne à la volonté, à l'objectivité de laquelle ces organes appartiennent aussi. La faiblesse des nerfs se trahit lorsque les impressions qui devaient avoir uniquement le degré de force suffisant pour devenir des données de l'entendement atteignent le degré supérieur, où elles excitent la volonté, c'est-à-dire produisent plaisir ou douleur. Mais le plus souvent, c'est une douleur obscure et vague. Non seulement certains sons et une vive lumière sont perçus douloureusement, mais ils occasionnent aussi une disposition hypocondriaque maladive qu'il est malaisé de définir. Ailleurs encore, l'identité du corps et de la volonté se manifeste en ce que tout mouvement violent et exagéré de la volonté, c'est-à-dire toute affection, secoue immédiatement le corps et tout l'organisme intérieur en troublant le cours de ses fonctions vitales. On trouvera ce point spécialement développé dans La volonté dans la nature, page 27 de la deuxième édition, page 28 de la troisième édition. Enfin, la connaissance que j'ai de ma volonté, bien qu'immédiate, est inséparable de la connaissance que j'ai de mon corps. Je ne connais pas ma volonté dans sa totalité. Je ne la connais pas dans son unité. Pas plus que je ne la connais parfaitement dans son essence. Elle ne m'apparaît que dans ses actes isolés, par conséquent dans le temps, qui est la forme phénoménale de mon corps, comme de tout objet. Aussi mon corps est-il la condition de la connaissance de ma volonté. Je ne puis, à proprement parler, me représenter cette volonté sans mon corps. Dans mon exposé du principe de raison, j'ai considéré la volonté, ou plutôt le sujet du vouloir, comme une catégorie particulière des représentations ou objets. Mais alors, je regardais déjà cet objet comme se confondant avec le sujet, c'est-à-dire cessant d'être objet. Il y avait là, pour moi, dans cette identification, une sorte de miracle. C'est même le miracle par excellence. Le passage en question en est, dans une certaine mesure, l'explication. En tant que je connais ma volonté comme objet, je la connais comme corps. Mais alors, je rentre dans la première classe de représentation que je distinguais dans ce chapitre, celle des objets réels. À mesure que nous avancerons, nous verrons que cette première catégorie de représentation trouve son explication dans la quatrième catégorie que nous avons établie et qui n'apparaissait plus au sujet en tant qu'objet, et réciproquement par la loi de motivation qui domine cette quatrième catégorie. Nous arrivons à comprendre l'essence même du principe régulateur de la première, la loi de causalité, et de tous les phénomènes qui gouvernent. Cette identité du corps et de la volonté, que nous venons d'exposer en courant, on ne peut guère que la mettre en relief, comme nous l'avons fait ici pour la première fois, et comme nous le ferons davantage à mesure que nous avancerons. C'est-à-dire que nous l'avons élevée de la conscience immédiate, de la conscience in concreto, au savoir rationnel, ou en d'autres termes que nous l'avons transportée dans la connaissance in abstracto. Mais quant à la démontrer, c'est-à-dire à la tirer comme connaissance médiate d'une autre connaissance immédiate, sa nature s'y oppose, parce qu'elle est elle-même la plus immédiate de nos connaissances. Et si nous ne la saisissons et ne la fixons comme telle, nous essaierons en vain de la déduire, par un moyen quelconque, d'une connaissance antérieure. C'est une connaissance d'un genre spécial, dont la vérité, pour ce motif, ne peut se ranger sous aucune des rubriques sous laquelle j'ai disposé toute vérité dans mon exposé du principe de raison, à savoir
vérité logique, empirique, métaphysique et métalogique. Car elle n'est pas, comme toutes ces vérités, le rapport d'une représentation abstraite avec une autre représentation, ou avec la forme nécessaire d'une représentation intuitive ou abstraite. Elle est la relation d'un jugement avec le rapport qui existe entre une représentation intuitive, le corps, et ce qui, loin d'être une représentation, en diffère absolument, la volonté. Pour ce motif, je pourrais distinguer cette vérité de toutes les autres, et l'appeler la vérité philosophique par excellence. On peut en donner diverses expressions et dire « mon corps et ma volonté ne font qu'un », ou bien « ce que je nomme mon corps en tant que représentation intuitive, je le nomme ma volonté, en tant que j'en ai conscience d'une façon toute différente et qui ne souffre de comparaison avec aucune autre. » Ou bien « mon corps, hormis qu'il est ma représentation, n'est que ma volonté. » Chapitre 19. Si dans notre premier livre, nous avons déclaré, non sans répugnance, que notre corps, comme tous les autres objets du monde de l'intuition, n'est pour nous qu'une pure représentation du sujet connaissant, désormais nous voyons clairement ce qui, dans la conscience de chacun, distingue la représentation de son corps de celle, en tout semblable pour le reste, des autres objets. Cette différence consiste en ce que le corps peut encore être connu d'une autre manière absolument différente et que l'on désigne par le mot volonté. Cette double connaissance de notre corps nous donne sur celui-ci, sur ses actes et ses mouvements, comme sur sa sensibilité aux influences extérieures, en un mot, sur ce qu'il est en dehors de la représentation, sur ce qu'il est en soi, des éclaircissements que nous ne pouvons obtenir directement sur l'essence, sur l'activité, sur la passivité des autres objets réels. Par son rapport particulier avec un seul corps, qui, considéré en dehors de ce rapport, n'est pour lui qu'une représentation comme toutes les autres, le sujet connaissant est un individu. Mais ce rapport, en vertu duquel il est devenu individu, n'existe par là même qu'entre lui et une seule de ses représentations. C'est pourquoi elle est aussi la seule dont il ait conscience, à la fois comme d'une représentation et comme d'une volition. Puis, lorsqu'on fait abstraction de ce rapport spécial, de cette connaissance double et hétérogène d'une seule et même chose, le corps, celui-ci n'est plus qu'une représentation comme toutes les autres. Alors l'individu connaissant, pour s'orienter, doit admettre l'une des deux hypothèses suivantes. Ou bien ce qui distingue cette unique représentation consiste seulement en ce qu'elle est seule à lui être ainsi connue sous un double rapport, en ce que cet objet d'intuition est seul à être saisi de lui sous ce double aspect, en ce qu'enfin cette distinction s'explique non par une différence entre cet objet et tous les autres, mais par celle qui existe entre le rapport de sa connaissance à cet unique objet et le rapport de sa connaissance à tous les autres objets. Ou bien, il doit admettre que cet objet est essentiellement différent des autres, que seul entre tous, il est à la fois volonté et représentation, que les autres ne sont que représentation, c'est-à-dire pur fantôme, et que, par conséquent, son corps est le seul individu réel au monde, c'est-à-dire le seul phénomène de volonté, le seul objet immédiat du sujet. On peut, à la vérité, prouver d'une manière certaine que les autres objets, considérés comme simples représentations, sont semblables à notre corps, c'est-à-dire que, comme celui-ci, ils remplissent l'espace, cet espace qui lui-même ne peut exister que comme représentation, et que, comme lui, ils agissent dans l'espace. On peut le prouver, dis-je, par cette loi de causalité, infailliblement applicable aux représentations a priori, et qui n'admet aucun effet sans cause, mais sans compter que d'un effet, il n'est permis de conclure qu'à une cause en général, et non à une cause identique. Il est évident que nous nous trouvons ici sur le terrain de la représentation pure, pour laquelle seule vaut la loi de causalité, et au-delà de laquelle
elle ne peut jamais nous conduire. Or, comme nous l'avons montré dans le premier livre, toute la question de la réalité du monde extérieur se réduit à ceci. Les objets connus seulement comme représentation par l'individu sont-ils, ainsi que son propre corps, des phénomènes de volonté? Le nier, voilà la réponse de l'égoïste théorique, qui considère tous les phénomènes, sauf son propre individu, comme des fantômes. Tout de même que l'égoïsme pratique, qui dans l'application ne voit et ne traite comme une réalité que sa personne, et toutes les autres comme des fantômes. On ne pourra jamais réfuter l'égoïsme théorique par des preuves. Toutefois, il n'a jamais été employé en philosophie que comme sophisme sceptique, par jeu, non exposé comme conviction. On ne le rencontrerait à ce titre que dans une maison d'aliénés. Et alors, ce n'est pas par un raisonnement, c'est par une douche qu'il faut le réfuter. C'est pourquoi nous n'en tiendrons aucun compte à cet égard et nous le considérerons comme le dernier retranchement du scepticisme qui, par nature, aime la chicane. Cependant, notre connaissance, toujours liée à l'individu et par cela même limitée, demande que l'individu, tout en étant un, puisse cependant connaître tout. Et c'est même cette limitation qui fait naître le besoin d'une science philosophique. Aussi, nous, qui cherchons justement dans la philosophie un moyen de reculer les limites de notre connaissance, nous ne regarderons cet argument de l'égoïsme théorique que le scepticisme nous oppose ici que comme un petit fort de frontière, qui sans doute est toujours imprenable, mais aussi dont la garnison ne peut jamais sortir. C'est pourquoi on passe sans attaquer. Il n'y a aucun danger à la voir sur ses derrières. Nous avons donc, maintenant, de l'essence et de l'activité de notre propre corps, une double connaissance bien significative, et qui nous est donnée de deux façons très différentes. Nous allons nous en servir comme d'une clé pour pénétrer jusqu'à l'essence de tous les phénomènes et de tous les objets de la nature qui ne nous sont pas donnés dans la conscience comme étant notre propre corps et que par conséquent nous ne connaissons pas de deux façons, mais qui ne sont que nos représentations. Nous les jugerons par analogie avec notre corps et nous supposerons que si, d'une part, ils sont semblables à lui en tant que représentation, et d'autre part, si on leur ajoute l'existence en tant que représentation du sujet, le reste, par son essence, doit être le même que ce que nous appelons en nous volonté. Quelle autre espèce d'existence ou de réalité pourrions-nous attribuer en effet au monde des corps? Ou prendre les éléments dont nous la composerions? En dehors? En dehors de la volonté et de la représentation, nous ne pouvons rien penser. Si nous voulons attribuer la plus grande réalité au monde des corps, que nous percevons immédiatement dans notre représentation, nous lui donnerons celle qu'a, aux yeux de chacun, notre propre corps. Car c'est pour tout le monde ce qu'il y a de plus réel. Mais si nous analysons la réalité de ce corps et de ses actions, nous ne trouvons en lui, outre qu'il est notre représentation, que ceci, c'est à savoir qu'il est notre volonté. De là découle toute sa réalité. Nous ne pouvons, par conséquent, trouver d'autres réalités à mettre dans le monde des corps. S'il doit être quelque chose de plus que notre représentation, nous devons dire qu'en dehors de la représentation, c'est-à-dire en lui-même et par son essence, il doit être ce que nous trouvons immédiatement en nous sous son nom de volonté. Je dis par mon essence. Cette essence de la volonté, nous devons d'abord apprendre à la mieux connaître, afin de savoir la distinguer de tout ce qui n'est pas elle, de tout ce qui appartient déjà à son phénomène sous ses nombreuses formes. Par exemple, il faut savoir quand elle est accompagnée de connaissances, et par conséquent, quand elle est nécessairement déterminée par des motifs. Cette détermination, comme nous le verrons plus loin, n'appartient déjà plus à l'essence de la volonté, mais à son phénomène, l'homme ou l'animal. Aussi, quand je dirai
la force qui fait tomber la pierre est, dans son essence, en soi, et en dehors de toute représentation, la volonté, il ne faudra pas mettre dans ma proposition cette idée ridicule que la pierre, dans sa chute, obéit à un motif conscient, parce que c'est ainsi que notre volonté nous apparaît à nous. Maintenant, nous allons expliquer au long et plus clairement, démontrer et développer dans son ensemble ce que nous avons dit jusqu'ici en courant et à un point de vue très général. Chapitre 20. En tant qu'essence en soi de notre propre corps, c'est-à-dire en tant qu'elle est cette chose même qui est notre corps lorsqu'il n'est pas objet de l'intuition et par conséquent représentation, la volonté, comme nous l'avons montré, se manifeste dans les mouvements volontaires du corps en tant qu'ils ne sont pas autre chose que les actes de la volonté visible, qu'ils coïncident immédiatement et absolument, qu'ils ne font qu'un avec elle, et qu'ils n'en diffèrent que par la forme de la connaissance sous laquelle ils se sont manifestés comme représentation. Ces actes de volonté ont toujours un fondement en dehors d'eux-mêmes dans leurs motifs. Cependant, ils ne déterminent jamais ce que je veux à tel moment, à tel endroit, dans telle circonstance, et non pas mon vouloir en général, ou le contenu de mon vouloir en général, c'est-à-dire la règle qui caractérise tout mon vouloir. Par conséquent, il est impossible de tirer des motifs une explication de mon vouloir dans son essence. Ils ne font que déterminer ces manifestations à un moment donné. Ils ne sont que l'occasion dans laquelle ma volonté se montre. La volonté, au contraire, est en dehors du domaine de la loi de motivation. Ces phénomènes seuls, à de certains points de la durée, sont nécessairement déterminés par elle. Au point de vue de mon caractère empirique, le motif est une explication suffisante de mes actions, mais si je m'abstrais de ce point de vue, et si je me demande pourquoi en général je veux ceci plutôt que cela, aucune réponse n'est possible, parce que le phénomène seul de la volonté est soumis au principe de raison. Elle-même ne l'est pas. Et pour ce motif, on peut la considérer comme étant sans raison, grundlos. Je regarde comme connue la doctrine de Kant sur le caractère empirique et le caractère intelligible, aussi bien que ce que j'en ai dit moi-même dans les problèmes fondamentaux de l'éthique, aux pages 48-38 et pages 178 et suivantes de la première édition, page 174 et suivantes de la deuxième édition, et tout ce qui s'y rapporte. D'ailleurs, nous nous étendrons plus longuement là-dessus dans le 4e livre. J'ai simplement à faire remarquer ici que la raison d'être d'un phénomène par un autre, c'est-à-dire la raison d'être de l'acte par le motif, ne s'oppose en rien à ce que son essence soit la volonté, qu'elle-même n'a aucun fondement, puis que le principe de raison, dans toutes ses manifestations, n'est que la forme de la connaissance, et que sa valeur ne s'étend qu'à la représentation, au phénomène, à la visibilité de la volonté, et non à la volonté elle-même qui devient visible. Dès lors, tout acte de mon corps est le phénomène d'un acte de ma volonté, dans lequel s'exprime, en vertu de motifs donnés, ma volonté même, en général et dans son ensemble, c'est-à-dire mon caractère. Mais la condition nécessaire et préalable de toute action de mon corps doit être aussi un phénomène de la volonté, car sa manifestation ne saurait dépendre de quelque chose qui ne serait pas immédiatement et uniquement par elle, qui ne lui appartiendrait que par hasard, auquel cas sa manifestation elle-même serait un effet du hasard. Cette condition, c'est le corps dans son ensemble. Il doit donc être déjà un phénomène de la volonté, et se trouver avec ma volonté dans son ensemble, c'est-à-dire mon caractère intelligible, dont le phénomène, dans le temps, est mon caractère empirique, dans le même rapport qu'un acte isolé du corps avec un acte isolé de la volonté. Ainsi, mon corps n'est pas autre chose que ma volonté devenue visible. Il est ma volonté même, en tant qu'elle est objet de l'intuition,
représentation de la première catégorie. À l'appui de cette proposition, nous avons déjà montré que toute impression exercée sur le corps affecte immédiatement la volonté, et qu'à ce point de vue, elle s'appelle plaisir ou douleur, et à un degré moindre, sensation agréable ou désagréable. Inversement, nous avons fait voir que tout mouvement de la volonté, affection ou passion, ébranle le corps et suspend le cours de ses fonctions. Cependant, il y a une explication étiologique, quoique imparfaite, de la naissance de mon corps, de son développement, de sa conservation. C'est l'explication physiologique. Mais elle explique le corps, comme les motifs expliquent l'acte. Si par conséquent, la détermination d'un acte isolé par un motif et ses suites nécessaires n'empêche pas que cet acte en général et dans son essence ne soit le phénomène d'une volonté, qui elle-même ne s'explique pas. De même, l'explication physiologique des fonctions du corps ne contrarie en rien l'explication philosophique, à savoir que la réalité du corps et l'ensemble de ses fonctions n'est que l'objectivation de cette volonté qui apparaît dans les actes de ce même corps sous l'influence des motifs. Cependant, la physiologie cherche à ramener ces manifestations, ces mouvements immédiatement soumis à la volonté, à une cause inhérente à l'organisme, comme par exemple lorsqu'elle explique le mouvement des muscles par un afflux de suc. De même qu'une corde mouillée se tend, dit Rey dans ses archives physiologiques. Mais en admettant qu'on arrive par cette voie à une explication complète, cela ne détruirait en rien la vérité, immédiatement certaine, que tout mouvement volontaire, fonction animale, est le phénomène d'un acte de la volonté. L'explication physiologique de la vie végétative est également insuffisante, et réussirait aussi peu à détruire cette vérité que la vie animale, dans son ensemble et dans son développement, n'est qu'un phénomène de la volonté. En général, comme nous l'avons montré plus haut, toute explication étiologique doit se borner à déterminer dans l'espace et dans le temps la place nécessaire d'un phénomène et la nécessité de sa production à cet endroit même en vertu de lois fixes. De cette façon, l'essence interne de tout phénomène est inconnue. Elle est supposée par toute explication étiologique et désignée simplement par le nom de force, de loi de la nature, ou, quand il s'agit de nos actions, par celui de caractère ou de volonté. Ainsi, quoique tout acte isolé suppose un caractère déterminé, et soit la conséquence nécessaire de motifs donnés, quoique la croissance, la nutrition et toutes les modifications opérées dans le corps résultent nécessairement de l'action d'une cause, cependant l'ensemble des actes, et par conséquent tout acte isolé et ses conditions, le corps lui-même qui les contient, et par conséquent aussi le processus dont il est terme et qui le constitue, tout cela n'est autre que le phénomène de la volonté, la visibilité, l'objectivité de la volonté. De là vient cette convenance parfaite qui existe entre le corps de l'homme ou de l'animal et la volonté de l'homme ou de l'animal, convenance semblable, quoique à un degré supérieur, à celle qu'il y a entre l'outil et la volonté de l'ouvrier, et se manifestant comme finalité, c'est-à-dire comme possibilité d'une explication téléologique du corps. Les parties du corps doivent correspondre parfaitement aux principaux appétits par lesquels se manifeste la volonté. Elles doivent en être l'expression visible. Les dents, l'œsophage et le canal intestinal sont la fin objectivée. De même, les parties génitales sont l'instinct sexuel objectivé. Les mains qui saisissent, les pieds rapides, correspondent à l'exercice déjà moins immédiat de la volonté qu'ils représentent. De même que la forme humaine en général correspond à la volonté humaine en général, la forme individuelle du corps, très caractéristique et très expressive par conséquent, dans son ensemble et dans toutes ses parties, correspond à une modification individuelle de la volonté, à un caractère particulier. Chapitre 21. Après ces considérations, si le lecteur s'est fait une connaissance in abstracto, c'est-à-dire précise et certaine de ce que chacun sait directement in concreto, à titre de sentiment,
à savoir que c'est sa volonté, l'objet le plus immédiat de sa conscience, qui constitue l'essence intime de son propre phénomène, se manifestant comme représentation, aussi bien par ses actions que par leur substratum permanent, le corps, si l'on s'est rendu compte que cette volonté ne rentre pourtant pas complètement dans ce mode de connaissance, où objet et sujet se trouvent en présence l'un de l'autre, mais qu'elle s'offre à nous de telle façon que le sujet se distingue mal de l'objet, sans toutefois être connu dans son ensemble, mais seulement dans ses actes isolés, si, dis-je, on partage ma conviction là-dessus, on pourra grâce à elle pénétrer l'essence intime de la nature entière, en embrassant tous les phénomènes que l'homme reconnaît, non pas immédiatement et médiatement tout à la fois, comme il le fait pour son propre phénomène, mais seulement indirectement, par un seul côté, celui de la représentation. Ce n'est pas seulement dans les phénomènes tout semblables au sien propre, chez les hommes et les animaux, qu'il retrouvera comme essence intime cette même volonté, mais un peu plus de réflexion l'amènera à reconnaître que l'universalité des phénomènes, si divers pour la représentation, ont une seule et même essence, la même qui lui est intimement, immédiatement, et mieux que toute autre connue. Celle-là, enfin, qui, dans sa manifestation la plus apparente, porte le nom de volonté. Il la verra dans la force qui fait croître et végéter la plante, et cristalliser le minéral, qui dirige l'aiguille aimantée vers le nord, dans la commotion qu'il éprouve au contact de deux métaux hétérogènes. Il la retrouvera dans les affinités électives des corps, se montrant sous forme d'attraction ou de répulsion, de combinaison ou de décomposition, et jusque dans la gravité qui agit avec tant de puissance dans toute matière et attire la pierre vers la terre comme la terre vers le soleil. C'est en réfléchissant à tous ces faits que, dépassant le phénomène, nous arrivons à la chose en soi. Phénomène signifie représentation, et rien de plus. Et toute représentation, tout objet, est phénomène. La chose en soi, c'est la volonté uniquement. À ce titre, celle-ci n'est nullement représentation. La représentation, l'objet, c'est le phénomène, la visibilité, l'objectivité de la volonté. La volonté est la substance intime, le noyau de toute chose particulière comme de l'ensemble. C'est elle qui se manifeste dans la force naturelle aveugle. Elle se retrouve dans la conduite raisonnée de l'homme, si toutes deux diffèrent si profondément, si en degrés, et non en essence. Chapitre 22. La chose en soi, nous conserverons l'expression kantienne comme une formule consacrée, qui comme telle n'est jamais un objet, parce que tout objet n'est déjà plus que son phénomène et non elle-même, a besoin, pour être pensé objectivement, d'emprunter un nom et une notion à quelque chose d'objectivement donné, par conséquent à un de ces phénomènes. Mais celui-ci, pour pouvoir à l'intelligence, doit être le plus parfait de tous, c'est-à-dire le plus apparent, le plus développé, et en outre directement éclairé par la connaissance. Or, c'est dans ces conditions que se trouve la volonté humaine. Je dois pourtant faire remarquer que je ne me sers là que d'une dénominatio a fortiori, par laquelle je donne au concept de volonté une extension plus grande que celle qu'il avait jusqu'ici. Reconnaître ce qui est identique dans des phénomènes divers et ce qui est différent dans les semblables, voilà bien, Platon l'a souvent redit, une condition pour philosopher. Or, on n'avait pas, jusqu'à ce jour, reconnu que l'essence de toute énergie, latente ou active dans la nature, était identique avec la volonté, et l'on considérait comme hétérogènes les différents phénomènes, qui ne sont que les espèces diverses d'un genre unique. Il en résultait qu'il ne pouvait non plus y avoir un mot pour exprimer le concept de ce genre. J'ai donc dénommé le genre d'après l'espèce la plus parfaite, dont la connaissance facile et immédiate nous conduit à la connaissance médiate de toutes les autres. Mais
Pour ne pas se trouver arrêté par un perpétuel malentendu, il faut savoir donner à ce concept l'extension que je réclame pour lui, et ne pas s'obstiner à comprendre sous ce mot seulement l'une des espèces de volonté qu'il a désignées jusqu'aujourd'hui, celle qui est accompagnée de connaissances et qui se détermine par des motifs, et uniquement par des motifs abstraits, c'est-à-dire la volonté raisonnable, laquelle, comme nous l'avons dit, est le phénomène le plus apparent du vouloir. Nous devons séparer, dans la pensée, l'essence intime de ce phénomène, qui nous est le plus immédiatement connu, la transporter dans les autres phénomènes plus infimes et plus obscurs de la volonté, et nous parviendrons ainsi à en élargir le concept. On se méprendrait, mais alors dans le sens opposé, sur ce que je veux dire, si l'on croyait qu'on peut désigner indifféremment par le mot volonté, ou par tout autre mot, cette essence en soi de tout phénomène. Ce serait le cas si nous nous bornions à conclure à l'existence de cette chose en soi, et si nous la connaissions que médiatement et in abstracto, alors on pourrait lui donner le nom qu'on voudrait. Le nom ne serait alors que le signe d'une inconnue. Or le mot volonté désigne ce qui doit nous découvrir, comme un mot magique, l'essence de toute chose dans la nature, et non pas une inconnue ou la conclusion indéterminée d'un syllogisme. C'est quelque chose d'immédiatement connu, et connu de telle sorte que nous savons et comprenons mieux ce qu'est la volonté que tout ce que l'on voudra. Jusqu'ici, on a fait rentrer le concept de volonté sous le concept de force. C'est tout le contraire que je vais faire, et je considère toute force de la nature comme une volonté. Que l'on ne croit pas que ce n'est là qu'une discussion de mots, une discussion oiseuse. Elle est au contraire de la plus haute signification et de la plus grande importance. Car en dernière analyse, c'est la connaissance intuitive du monde objectif, c'est-à-dire le phénomène, la représentation, qui est à la base du concept de force. C'est de là qu'il est tiré. Il vient de ce domaine où règne la cause et l'effet, c'est-à-dire de la représentation intuitive, et signifie l'essence du motif, au point où l'explication étiologique n'est plus possible, mais où se trouve la donnée préalable à toute explication étiologique. Au contraire, le concept de volonté est le seul parmi tous les concepts possibles qui n'ait pas son origine dans le phénomène, dans une simple représentation intuitive, mais vienne du fond même de la conscience immédiate de l'individu, dans lequel il se reconnaisse lui-même dans son essence, immédiatement, sans aucune forme, même celle du sujet et de l'objet, attendu qu'ici le connaissant et le connu coïncident. Ramenons maintenant le concept de force au concept de volonté. C'est en réalité ramener un inconnu à quelque chose d'infiniment plus connu. Que dis-je? À la seule chose que nous connaissions immédiatement et absolument. C'est élargir considérablement notre conscience. Si nous faisons rentrer, au contraire, comme on l'a fait jusqu'ici, le concept de volonté sous le concept de force, nous nous dépouillons de l'unique connaissance immédiate que nous ayons de l'essence même du monde, en la noyant dans un concept abstrait tiré de l'expérience, et qui, par conséquent, ne nous permettra jamais de la dépasser. Chapitre 23. La volonté, comme chose en soi, est absolument différente de son phénomène et indépendante de toutes les formes phénoménales dans lesquelles elle pénètre pour se manifester, et qui, par conséquent, ne concernent que son objectivité et lui sont étrangères à elle-même. Même la forme la plus générale de la représentation, celle de l'objet, par opposition avec le sujet, ne l'atteint pas. Encore moins les formes soumises à celle-ci, et dont l'expression en général est le principe de raison, auquel appartiennent l'espace et le temps, et par conséquent la pluralité qui résulte de ces deux formes, et qui n'est possible que par elles. Sous ce dernier point de vue, j'appellerai l'espace et le temps, suivant une vieille expression de la scolastique, sur laquelle j'attire l'attention une fois pour toutes, principium individuationis, car c'est par l'intermédiaire de l'espace et du temps que ce qui est un et semblable dans son essence et dans son concept nous apparaît comme différent, comme plusieurs, soit dans l'ordre de la coexistence, soit dans celui de la succession. Ils sont par conséquent
le principium individuarum, l'objet de toutes les disputes et de toutes les contestations de la scolastique, que l'on trouve réunis chez Suarez, dispute 5, section 3. La volonté comme chose en soi est ainsi que nous l'avons dit en dehors du domaine du principe de raison, sous toutes ses formes. Elle est par conséquent sans raison, grundlos. Bien que chacun de ces phénomènes soit complètement soumis au principe de raison, elle est complètement indépendante de la pluralité, bien que ses manifestations dans le temps et dans l'espace soient infinies. Elle est une, non pas à la façon d'un objet, dont l'unité n'est reconnue que par opposition avec la pluralité possible, pas davantage à la façon d'un concept d'unité, qui n'existe que par abstraction de la pluralité. Mais elle est une comme quelque chose qui est en dehors de l'espace et du temps, en dehors du principe d'individuation, c'est-à-dire de toute possibilité de pluralité. C'est seulement après l'étude des phénomènes et des manifestations de la volonté, et nous allons l'entreprendre, que nous comprendrons clairement le sens de cette proposition kantienne, à savoir que l'espace, le temps et la causalité ne conviennent pas à la chose en soi, mais ne sont que des formes de la connaissance. On a bien vu l'inconditionnalité de la volonté, Grundlosigkeit, là où elle se manifeste le plus clairement, dans le vouloir de l'homme. Alors on l'a déclarée libre, indépendante. Mais en même temps, parce qu'elle est indéconditionnelle, on a perdu de vue la nécessité à laquelle est soumise chacune de ces manifestations. Et l'on a déclaré libre tous les actes, ce qui n'est pas attendu que chaque acte isolé procède avec une rigoureuse nécessité d'un motif agissant sur le caractère. Toute nécessité est, comme nous l'avons dit, le rapport d'un effet à une cause et rien de plus. Le principe de raison est la forme générale de tout phénomène, et l'homme, dans l'ensemble de ses actions, doit, comme tous les autres phénomènes, lui être soumis. Mais comme la volonté est connue directement et en soi, dans la conscience, il s'ensuit que cette connaissance embrasse aussi la notion de liberté. Seulement, on oublie qu'alors l'individu, la personne, n'est pas la volonté en tant que chose en soi, mais qu'elle est le phénomène de la volonté, et comme telle, déjà déterminée et engagée dans la forme de la représentation, le principe de raison. De là ce fait singulier que chacun se croit a priori absolument libre, et cela dans chacun de ses actes, c'est-à-dire croit qu'il peut à tout instant changer le cours de sa vie, en d'autres termes devenir un autre. C'est seulement a posteriori, après expérience, qu'il constate, à son grand étonnement, qu'il n'est pas libre, mais soumis à la nécessité, qu'en dépit de ses projets et de ses réflexions, il ne modifie en rien l'ensemble de ses actes, et que d'un bout à l'autre de sa vie, il doit développer un caractère auquel il n'a pas consenti, et continuer un rôle commencé. Je ne puis pas développer davantage cette considération, puisque je l'ai développée, au point de vue moral, dans un autre endroit de ce livre. Je veux simplement montrer ici que le phénomène de la volonté inconditionnelle en soi est seulement soumis à la loi de nécessité, c'est-à-dire au principe de raison. La nécessité avec laquelle se développent les phénomènes de la nature ne nous empêche pas de reconnaître en eux des manifestations de la volonté. Jusqu'ici, on a considéré comme manifestation de la volonté que les modifications qui ont pour cause un motif, c'est-à-dire une représentation. C'est pourquoi on attribuait la volonté qu'à l'homme, et à la rigueur aux animaux, attendu que la connaissance et la représentation, comme je l'ai dit ailleurs, sont les caractères mêmes de l'animalité. Mais nous ne voyons que trop, par l'instinct et le caractère industrieux de certains animaux, que la volonté agit encore là où elle n'est pas guidée par la connaissance. Qu'ils aient des représentations et une connaissance, ce n'est pas une considération qui puisse nous arrêter ici, car le but auquel ils travaillent, comme si c'était un motif connu, ils l'ignorent parfaitement. Leur activité n'est pas réglée par un mobile,
elle n'est pas accompagnée de représentation, et nous prouve clairement que la volonté peut agir sans aucune espèce de connaissance. Le jeune oiseau n'a aucune représentation des œufs pour lesquels il construit un nid, ni la jeune araignée de la proie pour laquelle elle tisse un filet, ni le fourmilion de la fourmi pour qui il prépare une fosse. La larve du cerf-volant creuse dans le bois le trou où doit s'accomplir sa métamorphose, 2 fois plus grand s'il doit en résulter un mâle que si c'est une femelle, afin de ménager une place pour les cornes, dont la larve n'a évidemment aucune représentation. Dans cet acte particulier de ces animaux, l'activité se manifeste aussi, clairement, que dans tous les autres. Seulement, c'est une activité aveugle, qui est accompagnée de connaissances, mais non dirigée par elle. Si une fois nous avons bien compris que la représentation en tant que motif n'est pas essentiellement une condition nécessaire de l'activité de la volonté, il nous sera plus facile de reconnaître cette activité là où elle est le moins évidente, et nous ne soutiendrons plus que l'escargot bâtit sa maison par une volonté, qui n'est pas à lui et qui est dirigée par la connaissance. Pas plus que nous ne soutiendrons que la maison que nous bâtissons nous-mêmes s'élève par une volonté autre que la nôtre. Nous dirons que les 2 maisons sont l'œuvre d'une volonté s'objectivant dans 2 phénomènes, laquelle travaillons-nous sous l'influence de motifs, et qui, encore aveugle chez l'escargot, semble céder à une impulsion venue du dehors. Chez nous aussi, la volonté est aveugle dans toutes les fonctions de notre corps, que ne règle aucune connaissance, dans tous ses processus vitaux ou végétatifs, dans la digestion, la sécrétion, la croissance, la reproduction. Ce ne sont pas seulement les actions du corps, c'est le corps entier lui-même qui est, nous l'avons vu, l'expression phénoménale de la volonté objectivée, la volonté devenue concrète. Tout ce qui se passe en lui doit donc sortir de la volonté. Ici toutefois, cette volonté n'est plus guidée par la conscience, elle n'est plus réglée par des motifs, elle agit aveuglément, et d'après des causes qu'à ce point de vue nous appelons excitation. En effet, j'appelle cause, au sens le plus étroit du mot, tout état de la matière qui en produit un autre, nécessairement, et qui subit en même temps une modification égale à celle qu'il cause. Loi de l'égalité entre l'action et la réaction. Il y a plus. Dans la cause proprement dite, l'action croît proportionnellement à l'intensité de la cause. Et par conséquent, il en est de même de la réaction. Ainsi, le mode d'action, une fois connu, l'intensité de la cause, nous permet de mesurer et de calculer celle de son effet. La réciproque est également vraie. Ce sont ces causes proprement dites qui agissent dans tous les phénomènes de la mécanique, de la chimie, en un mot, dans toutes les modifications des corps inorganiques. Au contraire, j'appelle l'excitation une cause qui ne subit pas une réaction proportionnée à son action, dont l'intensité ne varie point parallèlement à l'intensité de celle-ci, et qui ne peut par conséquent servir à la mesurer. Il arrive souvent qu'un faible accroissement de l'excitation en produit un considérable dans son effet, ou au contraire détruit complètement l'effet déjà produit, etc. Toute cause agissant sur un corps organisé est de ce genre. Ce sont des excitations, et non de simples causes, qui produisent toutes les modifications exclusivement organiques et végétatives des corps animés. Mais remarquons que l'excitation, comme toutes les causes, y compris même les motifs, ne détermine qu'une chose, le point de l'espace et du temps où une cause entre en jeu. L'essence intérieure de cette force en est indépendante. Nos précédents raisonnements nous ont appris que cette essence était la volonté, et nous y rapportons les modifications du corps, tant inconscientes que conscientes. L'excitation tient le milieu, sert de passage entre le motif, qui est la causalité devenue consciente, et la cause, à proprement parler. Suivant les cas, elle se rapproche de l'une ou de l'autre. Elle s'en distingue cependant toujours. Ainsi, l'ascension de la sève dans les plantes provient d'une excitation. Elle ne peut s'expliquer par les lois de l'hydraulique ou de la capillarité. Elle est pourtant favorisée par ces lois, et reste encore bien voisine des phénomènes soumis à de simples causes.
Au contraire, tout en étant dus à de pures excitations, les mouvements de Vedisarum girons et du Mimosa pudica ressemblent déjà fort aux actes produits par des motifs et semblent presque former une transition. Le rétrécissement de la pupille en pleine lumière provient d'une excitation et rentre pourtant déjà dans la classe des mouvements motivés. S'il se produit, c'est qu'une lumière trop forte blesserait la rétine, et c'est pour l'éviter que nous contractons la pupille. L'érection est occasionnée par un motif, qui est une représentation. Mais ce motif agit avec la nécessité d'une excitation, c'est-à-dire qu'on ne peut lui résister, et qu'il faut l'écarter pour en détruire l'effet. Il en est de même des nausées que provoquent certains objets répugnants. Comme intermédiaire d'une toute autre espèce entre le mouvement qui suit l'excitation et l'action qui suit le motif conscient, nous avons indiqué déjà l'instinct des animaux. On pourrait chercher encore un semblable intermédiaire dans le fait de la respiration. On s'est demandé si on pouvait le classer dans les actes volontaires ou dans les actes involontaires, c'est-à-dire s'il obéissait à un motif ou à une excitation. Et enfin, s'il n'était pas possible de l'expliquer par une cause qui tiendrait de l'un et de l'autre. Marshall Hall, On the Disease of the Nervous System, paragraphe 293 et suivant, y voit une fonction mixte, attendu qu'elle est soumise en partie à l'influence du cerveau, volontaire, et en partie à l'influence du système nerveux, involontaire. Cependant, nous devons la faire rentrer dans la catégorie des actes volontaires, obéissant à un motif, car d'autres motifs, c'est-à-dire de simples représentations, peuvent déterminer la volonté à ralentir ou à supprimer la respiration. Et il y a apparence, pour elle, comme pour tous les autres actes volontaires, qu'on pourrait facilement la supprimer et s'asphyxier à sa guise. Cela est, en effet, dès qu'il se rencontre un motif assez fort pour déterminer la volonté à dominer le présent besoin d'air qu'ont nos poumons. Suivant quelques-uns, Diogène se serait suicidé de cette façon. Diogène Laërce, livre 6, 76. Des nègres aussi se seraient eux-mêmes asphyxiés. F. B. Oeslander sur le suicide, 1813, page 170-180. Nous aurions là un exemple frappant de l'influence des motifs abstraits, c'est-à-dire de la suprématie de la volonté raisonnable sur la volonté purement animale. Un fait démontre bien que la respiration est déterminée, au moins en partie, par l'activité cérébrale. C'est la façon dont l'acide cyanhydrique produit la mort. La mort se produit dès que le cerveau est paralysé par l'acide, parce qu'alors la respiration cesse. Mais si on l'entretient artificiellement jusqu'à ce que l'engourdissement du cerveau soit dissipé, la mort ne se produit pas. La respiration nous donne en même temps un frappant exemple de ce fait, que les motifs agissent avec autant de nécessité que les excitations ou les simples causes, au sens étroit du mot, et ne peuvent être annulés que dans le cas où deux motifs agissent en sens inverse, pression et contre-pression. Car dans le cas de la respiration, la possibilité de la suppression est beaucoup moins évidente que dans une foule d'autres mouvements obéissant à des motifs. Vu qu'ici le motif est pressant, très prochain, que sa satisfaction est des plus faciles, à cause de l'infatigabilité des muscles actifs de cette fonction, que normalement rien ne lui fait obstacle, et enfin que l'habitude la plus invétérée le favorise, et cependant les autres motifs agissent avec la même nécessité. La notion de nécessité inhérente à la fois au mouvement résultant d'une excitation et à ceux qui obéissent à des motifs, nous rendra plus claire encore cette vérité, que tous les phénomènes résultant d'une excitation dans un corps organisé, et d'ailleurs entièrement régulier, sont volontés dans leur essence même, laquelle n'est jamais en elle-même, mais seulement dans ses manifestations, soumise au principe de raison, c'est-à-dire à la nécessité. Nous ne nous attarderons donc pas à étudier les animaux dans leurs actes, comme dans leur existence, leur configuration et leur organisation, pour faire voir qu'ils sont des phénomènes de la volonté. Mais cette connaissance de l'essence des choses, qui seule nous est directement donnée,
nous allons l'appliquer également aux plantes, dont tous les mouvements naissent d'excitation, puisque c'est l'absence de connaissance, et par suite l'absence de mouvement provoqué par des motifs, qui met une si grande différence entre l'animal et la plante. Nous affirmerons que ce qui, pour la représentation, nous apparaît comme plante, comme simple végétation, sous l'aspect d'une force aveuglément agissante, est dans son essence encore la volonté. Cette même volonté qui est la base de notre propre phénomène, tel qu'il se manifeste dans toute notre activité, comme aussi dans l'existence de notre corps. Il nous reste à faire un dernier pas, à étendre le cercle de notre observation jusqu'à ces forces qui agissent dans la nature, suivant des lois générales et immuables, et qui font mouvoir tous les corps inorganiques, incapables de subir une excitation ou de céder à un motif. Nous allons employer cette notion de l'essence intime des choses, que pouvait seule nous donner la connaissance immédiate de notre propre essence, à pénétrer ces phénomènes du monde inorganique, si éloignés de nous. Si nous regardons d'un œil attentif, si nous voyons la poussée puissante, irrésistible, avec laquelle les eaux se précipitent vers les profondeurs, la ténacité avec laquelle l'aimant tourne toujours vers le pôle Nord, l'attraction qu'il exerce sur le fer, la violence dont les deux pôles électriques tendent l'un vers l'autre, violence qui s'accroît avec les obstacles, comme les désirs humains, si nous considérons la rapidité avec laquelle s'opère la cristallisation, la régularité des cristaux, qui résulte uniquement d'un mouvement dans diverses directions brusquement arrêté et soumis dans sa solidification à des lois rigoureuses, si nous observons le choix avec lequel les corps soustraits au lien de la solidité et mis en liberté à l'état de fluide se cherchent ou se fuient, s'unissent ou se séparent, si enfin nous remarquons comment un fardeau dont notre corps arrête l'attraction vers le centre de la Terre presse et pèse continuellement sur ce corps, conformément à la loi d'attraction, nous n'aurons pas de grands efforts d'imagination à faire pour reconnaître, là encore, quoiqu'à une grande distance, notre propre essence, l'essence de cet être qui, chez nous, atteint son but, éclairé par la connaissance, mais qui ici, dans les plus faibles de ses manifestations, s'efforce obscurément, toujours dans le même sens, et qui cependant, parce qu'il est partout et toujours identique à lui-même, de même que l'aube et le plein midi sont le rayonnement du soleil, mérite ici comme là le nom de volonté, par où je désigne l'essence de toute chose, le fond de tous les phénomènes. La distance, et même l'opposition apparente qu'il y a entre les phénomènes du monde inorganique et la volonté que nous regardons comme ce qu'il y a de plus intime dans notre essence, vient principalement du contraste qui se remarque entre le caractère de détermination des uns et l'apparence de libre arbitre qui se trouve dans l'autre. Car chez l'homme, l'individualité ressort puissamment. Chacun a son propre caractère. C'est pourquoi le même motif n'a pas la même puissance sur tous, et 1000 circonstances qui ont place dans la vaste sphère de connaissance de l'individu et restent inconnues aux autres, modifient son action. C'est pourquoi encore l'acte réglé par des motifs ne peut être à l'avance déterminé, parce que l'autre facteur manque, c'est-à-dire la notion exacte du caractère individuel et des connaissances qui l'accompagnent. Les manifestations des forces naturelles nous présentent l'extrême contraire. Elles agissent suivant des lois générales, sans déviation ni individualité, dans des conditions données, soumises à la plus exacte des prédéterminations, et la même force de la nature se manifeste toujours de la même façon, dans des millions de cas. Nous allons, pour éclaircir ce point, pour faire ressortir l'identité de la volonté une et indivisible sous toutes ses formes, les plus humbles comme les plus hautes, nous allons, dis-je, considérer le rapport qu'il y a entre la volonté comme chose en soi et son phénomène, c'est-à-dire entre le monde comme volonté et le monde comme représentation. Ce sera la meilleure façon d'arriver à une notion vraiment approfondie de toute la matière traitée dans ce deuxième livre. Chapitre 24. L'illustre Kant nous a appris que le temps, l'espace et la causalité, avec toutes leurs lois et toutes leurs formes possibles, existent dans la conscience
indépendamment des objets qui apparaissent dans ces formes et qui en font tout le contenu. En d'autres termes, on peut les trouver aussi bien en partant du sujet qu'en partant de l'objet. C'est pourquoi on peut les appeler avec autant de raison mode d'intuition du sujet ou propriété de l'objet en tant qu'il est objet, chez Kant phénomène, c'est-à-dire représentation. Mais on peut encore considérer ces formes comme les limites irréductibles du sujet et de l'objet. Aussi, tout objet doit-il apparaître en elle, et le sujet, en revanche, indépendamment de l'objet qu'il apparaît, doit l'embrasser entièrement et le dominer. Maintenant, les objets apparaissant sous ces formes ne devaient pas être de vains fantômes, mais avoir une signification, exprimer quelque chose, qui ne serait pas encore un objet, comme eux, une représentation, quelque chose de purement relatif et de conditionné par le sujet, quelque chose qui existerait indépendamment de toute condition essentielle et de toute forme, c'est-à-dire une représentation. L'objet, pour avoir un sens, doit exprimer la chose en soi. C'est ce qui expliquerait cette question toute naturelle. Ces objets, ces représentations, sont donc quelque chose en dehors de ce fait qu'ils sont des représentations? Et alors que sont-ils dans ce cas? Par quel autre côté diffèrent-ils si profondément de la représentation? Qu'est-ce enfin que la chose en soi? C'est la volonté. Telle a été notre réponse. Mais nous en ferons abstraction pour le moment. Quoi que puisse être la chose en soi, Kant a eu grandement raison de conclure que le temps, l'espace et la causalité, que nous avons reconnus plus haut comme les formes du principe de raison, de même que nous avons reconnu ce dernier comme l'expression générale des formes phénoménales, Kant a eu raison, dis-je, de conclure que ces trois formes ne sont pas des déterminations de la chose en soi, et qu'elles ne peuvent lui convenir qu'autant qu'elle est elle-même représentation, c'est-à-dire qu'elles appartiennent au phénomène, et non à la chose en soi. Si, en effet, le sujet les tire de lui-même, et en a une connaissance parfaite, indépendamment de tout objet, elles font toute l'expérience de la représentation, en tant que telle, mais non de ce qui devient représentation. Elles doivent être la forme de la représentation en tant que telle, mais non une propriété de ce qui a pris cette forme. Elles doivent être déjà données dans la simple opposition du sujet et de l'objet, non pas dans le concept, mais en réalité. Par conséquent, n'être que la détermination la plus précise de la forme de la connaissance, tandis que cette opposition elle-même en est la plus générale. Tout ce qui est conditionné dans le phénomène, dans l'objet, par le temps, l'espace et la cause, en tant que cela ne peut être représenté que par leur intermédiaire, à savoir la pluralité par la coexistence et la succession, le changement et l'inertie par la loi de cause, la matière qui n'est susceptible de représentation si elle suppose la causalité. Enfin, tout ce qui n'est représentable que par ces trois lois, tout cela en bloc, n'est pas essentiellement propre à ce qui apparaît là, à ce qui est entré dans la forme de la représentation, mais dépend seulement de cette forme. Inversement, ce qui, dans le phénomène, n'est conditionné ni par le temps, ni par l'espace, ni par la cause, ce qui leur est irréductible, et ne peut être expliqué par ces trois lois, sera justement ce par quoi apparaissant la chose en soi se fait connaître immédiatement. En conséquence, la possibilité de connaissance la plus parfaite, la clarté la plus grande, appartient nécessairement à ce qui est propre à la connaissance comme telle, c'est-à-dire à la forme de la connaissance, mais non pas à ce qui n'est en soi ni représentation ni objet, et qui n'est devenu connaissable qu'en entrant dans ses formes a priori, qu'en devenant représentation et objet. Ainsi donc, la seule chose qui puisse nous faire acquérir une connaissance sans réserve d'une clarté parfaite, ne laissant aucun résidu inexpliqué, ce sera uniquement ce qui ne dépend que de la faculté d'intuition, de perception en général, en tant que faculté de perception, et non pas
ce qui fait l'objet de la connaissance pour devenir ensuite représentation. Par suite, ce sera ce qui est l'attribut de toute connaissance indifféremment, et qui peut ainsi être obtenu en parlant du sujet comme de l'objet. Or tout ceci ne se compose que des formes que nous connaissons a priori de tout phénomène, formes énoncées dans leur généralité par le principe de raison, et dont les modalités concernant la connaissance intuitive, la seule dont nous nous occupions ici, sont le temps, l'espace et la causalité. Les mathématiques tout entières reposent sur elles, de même que toutes les sciences naturelles pures et a priori. Dans ces sciences seules, la connaissance ne se heurte à rien d'obscur, à rien d'inexplicable. L'inexplicable, c'est la volonté. À rien en un mot qu'on ne puisse déduire d'autre chose. À ce point de vue, ce sont là principalement, et même exclusivement, les seules connaissances, outre la logique, auxquelles Kant accorda le nom de science. Mais d'autre part, ces mêmes sciences ne nous apprennent à connaître que des rapports, des relations entre une représentation et une autre, des formes sans aucune substance. Tout contenu qu'on leur donnerait, tout phénomène qui remplirait ces formes, contient déjà quelque chose qui n'est plus parfaitement connaissable dans son essence, qui n'est plus explicable entièrement par autre chose, qui est donc sans cause, grundlos. Et ainsi la science perd immédiatement de son évidence et de sa parfaite clarté. Mais ce qui se dérobe là, à l'investigation, c'est la chose en soi. C'est ce qui essentiellement n'est pas représentation, est objet de connaissance. C'est ce qu'on ne peut connaître qu'après qu'il a pris une des formes du principe de raison. Dès l'origine, la forme lui est étrangère, et la chose en soi ne peut jamais s'identifier complètement avec celui-ci. Elle ne peut jamais être ramenée à la forme pure. Et comme cette forme est le principe de raison, la chose en soi ne pourra être expliquée par ce principe dans la science pure. Si donc les mathématiques donnent une connaissance entière de tout ce qui, dans les phénomènes, est quantité, position, nombre, bref, de tout ce qui est rapport de temps et d'espace, si l'étiologie nous apprend à connaître parfaitement les conditions régulières dans lesquelles se produisent les phénomènes, avec toute leur détermination dans le temps et dans l'espace, sans toutefois nous dire autre chose, si ce n'est pourquoi tout phénomène donné doit avoir lieu en une place déterminée, à tel instant, et à un instant déterminé en telle place. Nous ne pouvons cependant, avec tout leur secours, pénétrer dans l'essence intime des choses. Il y a toujours un résidu auquel aucune explication ne peut se rendre, mais au contraire que toute explication suppose, c'est-à-dire des forces naturelles, un mode déterminé d'activité au sein des choses, une qualité, un caractère du phénomène, quelque chose qui est sans cause, qui ne dépend pas de la forme du phénomène, du principe de raison, à qui cette forme est étrangère en soi, mais qui est entrée en elle, qui ne se produit que suivant les lois de la représentation, lois qui, toutefois, ne conditionnent que le représenté et non le représentant, le comment et non le pourquoi du phénomène, la forme et non le contenu. La mécanique, la physique, la chimie nous apprennent les règles et les lois d'après lesquelles opèrent les forces de l'impénétrabilité, de la pesanteur, de la solidité, de la fluidité, de la cohésion, de l'élasticité, de la chaleur, de la lumière, des affinités, du magnétisme, de l'électricité, etc. C'est-à-dire les lois qui concernent ces forces, au point de vue de leur production dans le temps et dans l'espace. Mais ces forces, quoi qu'on en ait, restent des qualités occultes. Car c'est la chose en soi qui, en tant qu'elle apparaît, représente ces phénomènes. Et elle en diffère absolument. Elle est entièrement soumise, dans son phénomène, au principe de raison, comme à la forme de la représentation. Mais elle-même est irréductible à cette forme, par conséquent ne peut s'expliquer étiologiquement jusqu'au bout. Cependant, elle est complètement perceptible, en tant qu'elle a pris cette forme, c'est-à-dire qu'elle est un phénomène, et cependant cette perceptibilité n'en éclaircit nullement l'essence. C'est pourquoi, plus une connaissance comporte avec elle de nécessité, plus il y a en elle de ce qui ne peut être autrement pensé
ni représentée, comme par exemple les rapports d'espace. Plus elle est claire et satisfaisante, mais aussi moins elle a de contenu purement objectif, moins elle renferme de réalité proprement dite. Et inversement, plus une connaissance embrasse de contingents, plus elle nous frappe comme pure donnée empirique, plus il y a d'objectivité, de réalité vraie en elle, mais aussi plus elle est obscure, plus elle est irréductible. Cependant, à toutes les époques, une étiologie oublieuse de son vrai but a tenté de réduire toute la vie organique à la chimie ou à l'électricité. La chimie à son tour, c'est-à-dire la qualité, à la mécanique, action atomistique. La mécanique partie à l'objet de la phronomie, c'est-à-dire au temps, et à l'espace uni à la possibilité du mouvement, partie à la géométrie pure, c'est-à-dire à la position dans l'espace, à peu près comme on construit, et avec raison, la décroissance d'une force en raison du carré de la distance, ou la théorie du levier. La géométrie, enfin, peut se résoudre dans l'arithmétique, qui, par suite de l'unité de dimension, est la forme du principe de raison la plus facile à saisir, à embrasser dans son ensemble, à expliquer en entier. Veut-on des exemples de la méthode que nous venons de dessiner à grands traits? L'atome de Démocrite, le tourbillon de Descartes, la physique mécanique de Lesage, qui, à la fin du siècle dernier, essayait d'expliquer mécaniquement, par le choc et la pression, des affinités chimiques, comme la gravitation, ainsi qu'on peut le voir dans son Lucrèce newtonien. La forme et le mélange de Rayleigh, en tant que principe de la vie animale, dénotent les mêmes tendances. Cette méthode, enfin, se retrouve aujourd'hui en plein XIXe siècle dans un matérialisme grossier, qui se croit d'autant plus original qu'il est plus ignorant, à l'aide de la dénomination de force vitale, qui n'est qu'une sotte supercherie. Il voudrait expliquer les manifestations de la vie par les forces physiques et chimiques, faire naître celles-ci de l'activité mécanique de la matière, de la position, de la forme et du mouvement des atomes dans l'espace, et ainsi ramener toutes les forces de la nature à l'action et à la réaction qui sont les choses en soi. En conséquence, la lumière doit bien être, en effet, la vibration mécanique ou l'ondulation d'un éther imaginé et supposé pour les besoins de la cause, qui, dans l'hypothèse, se mettrait à ébranler la rétine et produirait le rouge, le violet, etc., selon qu'il donnerait 483 billions de vibrations à la seconde, ou 727 billions. Dans ce cas, le daltonisme résulterait sans doute de l'impuissance à compter les vibrations. Ces sottes théories, ces théories à la Démocrite, vraiment maladroites et lourdes, sont bien dignes de gens qui, 50 ans après la publication de la théorie des couleurs de Goethe, croient encore à la théorie des lumières homogènes de Newton, qui n'ont pas honte de le dire. On leur apprendra que ce que l'on tolère chez l'enfant, Démocrite, ne peut se pardonner chez l'homme fait. Ils finiront honteusement, mais chacun d'eux saura s'esquiver et faire l'ignorant. Nous aurons à reparler de cette réduction fausse des forces naturelles les unes aux autres, mais pour le moment, nous nous en tiendrons là. Si la loi du matérialisme était la vraie loi, tout serait éclairci, tout serait expliqué, tout se ramènerait au calcul, qui serait le Dieu suprême dans le temple de la vérité, auquel nous conduirait heureusement le principe de raison. Mais tout le contenu de la représentation aurait disparu. Il n'en resterait plus que la forme. Le pourquoi du phénomène serait ramené au comment. Et comme cela serait en même temps le connaissable a priori, ce serait par conséquent quelque chose de tout à fait dépendant du sujet, qui n'existerait que pour lui, un pur fantôme, une représentation et une forme de la représentation. Quant à la chose en soi, il ne saurait en être question. S'il en était ainsi, le monde se déduirait tout entier du sujet, et ce que Fichte
se donner l'air d'avoir effectué à force, le hâblerie serait un fait accompli. Mais il n'en est pas ainsi, et ce sont de pures fantaisies, des sophismes, des systèmes en l'air qu'on a bâtis avec cette méthode. Ce n'est pas une science. Toutefois, un véritable progrès a été accompli chaque fois qu'on a tenté de ramener les phénomènes multiples du monde à une loi unique. On a déduit l'une de l'autre des forces ou des qualités qui passaient auparavant pour absolument différentes, par exemple le magnétisme et l'électricité. Et ainsi, l'on a diminué le nombre. L'étiologie sera parvenue à son but quand elle aura reconnu comme telle et déterminé toutes les forces primitives de la nature, et quand, en se fondant sur le principe de causalité, elle aura solidement établi les lois qui président à la production des phénomènes dans le temps et dans l'espace, et qui en déterminent l'ordre de dépendance. Mais il restera toujours des forces primitives, il y aura toujours un résidu irréductible, un contenu de la représentation, qui ne pourra se ramener à sa forme, et qu'on ne pourra expliquer conformément au principe de raison, en le déduisant d'autre chose. Car il y a dans tous les objets de la nature un élément inexplicable, dont il est inutile de chercher la cause. C'est le mode spécifique de leur activité, c'est-à-dire le mode de leur existence, leur essence même. Sans doute, toute action particulière de l'objet suppose un principe dont il résulte qu'elle devait se produire à ce point de l'espace et du temps. Mais on n'en trouvera jamais pour expliquer cette action elle-même, en général ou en particulier. Quand l'objet serait dépourvu de toute autre propriété, quand ce serait un grain de poussière, il manifesterait encore, par sa pesanteur et son impénétrabilité, sur quelque chose d'inexplicable. Et ce quelque chose est à l'objet ce que la volonté est à l'homme. Comme elle, il n'est soumis à aucune sorte d'explication, et cela par son essence même. Bref, il lui est identique. Sans doute, il y a un motif à chacune des manifestations de la volonté, à chacun de ses actes particuliers, en tel point du temps ou de l'espace. Étant donné le caractère de l'individu, la manifestation volontaire devait suivre nécessairement le motif. Mais de ce que cet individu a tel caractère, de ce qu'il veut telle chose en général, de ce que, parmi plusieurs motifs, c'est celui-ci et non un autre qui meut sa volonté, de tout cela il n'y a pas d'explication à fournir. Le caractère donné de l'individu, qui reste inexplicable, quoiqu'il soit la condition qui explique tous les actes individuels résultant de motifs, est à l'homme ce qu'est pour un corps inorganique sa qualité essentielle, son mode d'action, dont les manifestations sont provoquées du dehors, mais qui elle-même n'est déterminée par rien d'extérieur et reste inexplicable. Ces phénomènes isolés, par lesquels seule elle devient perceptible, sont soumis au principe de raison, mais elle-même ne l'est pas. Déjà, les scolastiques avaient entrevu cette vérité en général, et c'est ce qu'ils appelaient format substantialiste. Voir Suarez, Dispute métaphysique 15, section 1. C'est une grande erreur, mais une erreur très répandue, de dire que ce sont les phénomènes les plus fréquents, les plus généraux et les plus simples que nous connaissons le mieux. Au vrai, ce sont les phénomènes que nous sommes le plus habitués à voir et à ignorer. Une pierre qui tombe par terre est un fait aussi inexplicable pour nous qu'un animal qui se meut. Comme nous l'avons dit, on a cru, en partant des forces naturelles les plus générales, par exemple la gravitation, la cohésion, l'impénétrabilité, pouvoir expliquer par elles celles qui agissent plus rarement et dans des circonstances déterminées. Par exemple, affinité chimique, électricité, magnétisme, et enfin comprendre, à l'aide de ces dernières forces, l'organisme et la vie des animaux, et même la connaissance et la volonté dans l'homme. On se résigna tacitement, à partir de qualités occultes qu'on renonçait à éclaircir, attendu qu'on n'en avait besoin que pour bâtir dessus, et non pour les creuser. Mais à quoi cela mène-t-il? Nous le répétons, et dans tous les cas, n'est-ce pas là toujours bâtir en l'air? À quoi servent les explications qui vous ramènent à quelque chose d'aussi obscur que le premier problème? En définitive,
En sait-on davantage sur l'essence intime de ces forces générales que sur l'essence d'un animal quelconque? L'ignorance ne règne-t-elle pas ici comme là? N'est-on pas acculé à l'inexplicable? Parce qu'en effet, il n'y a plus de raison à donner, parce qu'on en est au contenu, au pourquoi du phénomène, qui est irréductible à sa forme, au comment, au principe de raison. Nous, au contraire, qui nous occupons non pas d'éthiologie, mais de philosophie, c'est-à-dire d'une connaissance non relative, mais inconditionnelle de l'essence du monde, nous prenons le chemin opposé. Nous partons de ce qui nous est le plus immédiatement et le plus complètement connu, de ce dont nous avons la plus intime conviction, et par le phénomène le plus frappant, le plus significatif, le plus clair, nous voulons arriver à connaître le plus imparfait et le plus infime. Mon corps excepté, je ne connais qu'une des phases des objets, la représentation. Leur essence intime reste pour moi un profond secret, même lorsque je connais toutes les causes qui déterminent leur modification. C'est seulement par comparaison entre ce qui se passe en moi lorsque mon corps agit sous l'influence d'un motif et ce qui est l'essence intime des modifications accomplies en moi sous l'influence de causes extérieures, que je puis savoir comment les corps inanimés se modifient en vertu de causes et saisir leur essence intime. Connaître la cause du phénomène ne m'apprend rien d'autre que la cause de sa manifestation, dans le temps et dans l'espace. Je le puis parce que mon corps est l'unique objet dont je ne connaisse pas uniquement un des côtés, celui de la représentation. J'en connais aussi le second, qui est celui de la volonté. Au lieu donc de croire que je comprendrais mieux ma propre organisation, c'est-à-dire ma connaissance, ma volonté, mes mouvements volontaires, si je pouvais les ramener aux mouvements déterminés par des causes, au moyen de l'électricité, de la chimie, de la mécanique, je dois, en tant que je fais de la philosophie et non de l'éthiologie, apprendre à connaître dans leur essence intime les mouvements les plus simples et les plus généraux du corps inorganique, que je vois enchaînés à une cause, et pour cela me reporter à mes propres mouvements volontaires. De même, je dois apprendre à voir, dans les forces inexplicables que manifestent tous les objets de la nature, quelque chose qui est identique en nature à ma volonté, et qui n'en diffère que par le degré. Cela veut dire que la quatrième classe de représentation, définie dans mon exposé du principe de raison, doit nous servir de clé pour arriver à connaître l'essence intime de la première classe, et, grâce au principe de motivation, à comprendre le principe de causalité dans son sens profond. Spinoza dit, épître 62, qu'une pierre lancée par quelqu'un dans l'espace, s'il était doué de conscience, pourrait s'imaginer qu'elle ne fait en cela qu'obéir à sa volonté. Moi, j'ajoute que la pierre aurait raison. L'impulsion est, pour elle, ce qu'est pour moi le motif, et ce qui apparaît en elle comme cohésion, pesanteur, persévérance dans l'état donné, est par lui-même identique à ce que je reconnais en moi-même comme volonté, et que la pierre reconnaîtrait aussi comme volonté si elle était douée de connaissance. Spinoza, en cet endroit, se borne à remarquer la nécessité avec laquelle la pierre tombe, et veut transporter cette nécessité aux actes volontaires de l'individu. Mais moi, je considère l'essence intime qui donne son sens et sa valeur à toute nécessité réelle, et qui est supposée par elle, qui s'appelle caractère chez l'homme, propriété dans la pierre, qui est identique dans l'un et l'autre, que la conscience immédiate nomme volonté, et qui a dans la pierre le plus faible, dans l'homme le plus haut degré de visibilité, d'objectivité. Saint Augustin a fort bien saisi l'identité qu'il y a entre l'effort des choses et notre volonté. Si je ne puis m'empêcher de citer son sentiment sous sa forme naïve, il est également intéressant d'observer que l'air aussi voulait ramener la cause intime de la gravitation à une inclination, à un désir particulier au corps. Et c'est là même ce qui le rend peu favorable à la théorie de la gravitation telle que Newton l'a donnée, et il s'est efforcé d'en trouver une modification conforme à l'ancienne théorie cartésienne, c'est-à-dire de déduire la gravitation
du choc d'un certain éther sur les corps, ce qui serait plus conforme à la raison et plairait davantage aux personnes qui aiment les principes clairs et compréhensibles. Il veut bannir l'attraction de la chimie comme une qualité occulte. Tout cela répond bien à une conception froide de la nature qui dominait à l'époque de l'air et qui n'était que le corollaire de l'âme immatérielle. Mais il n'en est pas moins remarquable, pour ce qui concerne la vérité fondamentale que je défends, et que l'air entrevoyait comme une lueur lointaine, de voir cet esprit délicat et subtil faire à temps volte-face et, dans sa crainte de compromettre tous les principes admis de son époque, chercher un refuge dans une théorie absurde, morte depuis longtemps.